J'ai surpris mon fiancé au lit avec ma meilleure amie. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer, s'est-il moqué. J'ai juste souri et je suis parti. Ce matin, mon téléphone était plein d'appels manqués des deux. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire. Je n'arrive toujours pas à croire que je dis cela à voix haute. Mes mains tremblent en y pensant, mais plus de tristesse. Non, c'est une rage glaciale et pure. Tout a commencé il y a quelques semaines, et mon téléphone n'a pas cessé de vibrer depuis. Ma vie, celle que j'avais si soigneusement construite, celle qui paraissait si parfaite de l'extérieur, était un magnifique et complet mensonge. Laissez-moi vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez. Mon nom est Audrey. J'ai 34 ans et jusqu'à cette nuit-là, j'étais fiancé à Gareth. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et je pensais que ma vie était parfaitement tracée. Il était beau, charmant, le genre d'homme que ma mère adorait absolument. Nous étions ce couple, ce dont les photos sur les réseaux sociaux rendaient probablement tout le monde un peu malade d'envie. Notre mariage était dans seulement 4 mois une belle cérémonie d'automne dans un vignoble que nous planifions depuis ce qui semblait une éternité. Et puis il y avait Paige, ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur. Nous nous connaissions depuis 15 ans, depuis que nous étions des adolescentes maladroites de 16 ans essayant de comprendre qui nous étions dans la cafétéria du lycée. Elle était plus qu'une amie, elle était la sœur que je n'avais jamais eue. Nous avions traversé tout ensemble, premier chagrin d'amour, remise de diplômes universitaires, même les funérailles de mon père il y a quelques années. Elle m'a tenu la main pendant tout le service. Je lui faisais confiance de toute ma vie, faisait, étant le mot-clé dans tout cela. Avec le recul, bien sûr, il y avait des signes, de petits drapeaux rouges, de toutes petites choses qui me tordaient l'estomac pendant une seconde avant que je ne refoule le sentiment, me disant de ne pas être ridicule. Vous savez comment c'est. Vous ne voulez pas voir ce qui est juste devant vous. Vous vous dites que vous êtes folle, insécure. C'est tellement plus facile de croire aux mensonges. Cela a commencé subtilement il y a environ 4 mois. Gareth a soudain eu un énorme coup de fouet pour sa santé. Il a décidé qu'il devait être en parfaite forme pour le mariage, ce que j'ai soutenu, bien sûr. Et qui a-t-il embauché comme entraîneur personnel? Paige. Elle avait obtenu sa certification il y a quelques années et essayait de développer sa clientèle. À l'époque, cela semblait parfait, mes deux personnes préférées travaillant ensemble vers un objectif commun. J'étais si fier d'eux deux. Quelle folle j'étais. Bientôt, il a commencé à rentrer plus tard de son bureau. Réunion avec des clients qui s'éternisent, disait-il, en m'embrassant sur le front alors qu'il posait sa mallette près de la porte. Puis ce furent de longues soirées à la salle de sport avec Paige. Elle me pousse vraiment, chérie. Je vais être magnifique dans ce smoking. Il souriait, fléchissant son biceps dans le miroir, et je lui souriais en retour, lui disant à quel point il était déjà beau. Je ne me posais pas de questions. Pourquoi l'aurais-je fait? Son téléphone était toujours posé face contre terre sur le comptoir. Toujours. Si nous regardions un film et qu'il se levait pour prendre un verre, il le retournait. Il recevait des SMS tard le soir, et je le voyais sourire ce petit sourire secret à l'écran du coin de l'œil. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'il textait, il le verrouillait si vite qu'on aurait dit un réflexe. Classique, n'est-ce pas? Un cliché total. Mais quand je lui demandais, juste doucement, à qui envoies-tu des messages si tard, il me retournait la question. La manipulation était un article. Vraiment? Pourquoi es-tu si autoritaire, Audrey? Tu ne me fais pas confiance? Mon Dieu, tu deviens si insécure ces derniers temps. Est-ce le stress du mariage? Et comme une idiote, je m'excusais. Je m'excusais d'être méfiante, de mon intuition qui me disait que quelque chose n'allait pas du tout. Je me souviens d'une nuit, environ un mois avant que tout n'explose. Nous étions tous les 3 en train de dîner dans notre restaurant italien préféré. Nous rions, buvions du vin, parlions des derniers détails du mariage. Gareth passa son bras autour de moi et dit à Paige, « Je suis l'homme le plus chanceux du monde. J'épouse la femme la plus extraordinaire et j'ai la meilleure amie qu'on puisse désirer. » Il me regarda en disant la première partie, mais ensuite ses yeux glissèrent vers Paige en disant la seconde. Leurs regards se sont tenus une seconde de trop. Mon estomac a fait cette torsion familière.
Une peur froide m'a envahi pendant un battement de cœur, mais j'ai juste pris une autre gorgée de vin et je me suis dit que ce n'était rien. C'était juste le vin qui me rendait bête. La semaine où cela s'est produit, j'étais censé être hors de la ville pour une conférence professionnelle de 2 jours. C'était un événement d'entreprise ennuyeux dans un hôtel étouffant à 2 états de distance. Je détestais ces choses, mais c'était important pour une promotion potentielle. J'étais en lice pour une avancée significative qui venait avec un salaire beaucoup plus élevé. Gareth avait été si encourageant, m'aidant à faire ma valise et me disant d'aller les épater. Paige m'avait même envoyé un SMS ce matin-là, bonne chance. Tu vas déchirer. J'aurais aimé être là pour t'encourager. Le souvenir de ce texte, sachant ce qu'elle encourageait réellement, me rend physiquement malade maintenant. La conférence était une corvée, comme je m'y attendais. Des présentations PowerPoint interminables et du café tiède dans des gobelets en carton. J'ai passé le premier jour à compter les heures jusqu'à ce que je puisse retourner dans ma chambre d'hôtel tranquille, commander un club sandwich trop cher par le service d'étage et appeler Gareth. Nous avons parlé ce soir-là, une conversation parfaitement normale. Il a dit qu'il était juste à la maison à regarder un match à la télévision, me manquant terriblement. Il avait l'air fatigué. Je sais pourquoi maintenant. Il devait être épuisé. Mais les choses ont une drôle de manière de se dérouler, n'est-ce pas? Le conférencier principal du 2e jour a eu une urgence familiale et a dû annuler à la dernière minute. Tout le programme de la conférence a été avancé, et soudain, tout était terminé à midi le 2e jour au lieu de se terminer le soir. Mon patron, un homme décent nommé Monsieur Henderson, nous a tous dit de rentrer chez nous plus tôt. Profitez de ce jour de congé supplémentaire, les amis, a-t-il dit avec un signe de la main. J'étais extatique. Une journée et demie supplémentaire avec Gareth avant le week-end. J'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Le trajet durait environ 4 heures, et j'ai passé tout le temps à vibrer d'excitation. J'imaginais l'expression de son visage quand je franchirais la porte. J'ai mis notre playlist préférée, un mélange ringard de rock des années 80 que nous avions fait ensemble, et j'ai chanté à tue-tête. Le monde semblait lumineux et plein de possibilités. J'ai décidé de lui faire une vraie surprise. Je ne lui enverrai même pas de SMS pour lui dire que j'étais en route. J'imaginais que nous passerions une soirée romantique et spontanée ensemble. À environ 30 minutes de la maison, j'ai quitté l'autoroute et je me suis rendu à ce joli petit marché que nous aimons tous les deux, celui avec les fromages importés et les crackers fantaisie. J'ai acheté une bouteille de son cabernet préféré, du prosciutto, un morceau de brie, toutes les choses pour une nuit douillette parfaite. Alors que je passais à la caisse, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de sa part, dors bien, mon amour. Tu me manques terriblement. J'ai souri, mon cœur se sentant si plein qu'il aurait pu éclater. J'ai répondu, tu me manques plus encore. J'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai ressenti un petit pincement de culpabilité pour le petit mensonge, en lui disant que je serais à la maison demain, mais je savais que cela en vaudrait la peine pour la surprise. Je suis arrivé dans notre rue calme et arborée juste après 22 heures. Il faisait sombre, paisible. Les lumières de notre maison étaient allumées, ce qui était bon signe. Il était à la maison. J'ai ressenti ce petit battement de bonheur, ce sentiment confortable de rentrer chez soi auprès de la personne que l'on aime. Je me suis garé dans l'allée, j'ai ramassé le sac de courses et ma valise, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, cherchant mes clés dans mon sac à main, mon esprit déjà sur cette bouteille de vin. Et c'est là que je l'ai vue. Ce n'était pas dans notre allée. Elle était garée 2 maisons plus loin, sous l'ombre profonde d'un vieux chêne, presque complètement caché à la vue, mais il n'y avait aucun doute. Une Mustang rouge cerise. La voiture de Paige. Ma première pensée n'a pas été la suspicion. C'était la confusion. Que fait-elle ici si tard? Mon cerveau, que son petit cœur naïf soit béni, a commencé à chercher des explications logiques. Peut-être qu'elle et son mari Wesley s'étaient disputés et qu'elle était venue parler à Gareth. Peut-être que sa voiture était tombée en panne et que Gareth était allé la chercher. N'importe quoi, absolument n'importe quoi, sauf la vérité qui me hurlait des ombres. Je suis resté là un long moment sur mon propre porche, l'air frais de la nuit sur ma peau, les clés froides dans ma main. Le sac de course semblait soudainement rempli de pierres. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dit de ne pas être ridicule. J'ai mis la clé dans la serrure et l'ai tournée le plus doucement possible. Je ne sais pas pourquoi j'étais si silencieuse. Peut-être qu'un instinct primal me disait de ne pas annoncer mon arrivée,
de ne pas interrompre ce qui se passait à l'intérieur. La maison était silencieuse. Le rez-de-chaussée était sombre, à l'exception de la faible lueur de l'éclairage sous les armoires de la cuisine. J'ai enlevé mes talons, les laissant près de la porte, et j'ai posé les courses sur le comptoir en granit. « Gareth » ai-je appelé doucement. Pas de réponse. J'ai froncé les sourcils. Sa voiture était dans l'allée. Il devait être à la maison. Alors je l'ai entendu. Un bruit venant d'en haut. Un murmure discret, puis un rire doux. C'était un rire de femme. Et je connaissais ce rire mieux que le mien. C'était le rire de Paige. Mon sang se glaça. J'ai eu l'impression que toute la chaleur de mon corps s'était évaporée, remplacée par une terreur glaciale et effrayante. Toutes les excuses que mon cerveau avait fabriquées se sont brisées en 1 million de morceaux. Il y a un moment où l'on hésite entre l'incrédulité et l'horrible certitude de la vérité. J'étais dans ce moment-là, debout dans ma cuisine sombre, écoutant le son de mon monde qui s'effondrait un rire à la fois. J'ai commencé à bouger. Je ne me souviens pas d'avoir décidé de le faire. C'était comme si mon corps était en pilote automatique, tiré par un fil invisible. J'ai laissé ma valise, le vin, le fromage, et j'ai marché vers les escaliers. Mes pas ne faisaient aucun bruit sur l'épais tapis. Mon propre battement de cœur était un tambour assourdissant dans mes oreilles. Plus je me rapprochais de la porte de notre chambre, légèrement entr'ouverte, plus les sons devenaient clairs. Sa voix, elle chuchotant, un autre rire, puis un son qui me serra l'estomac si fort que j'ai cru que j'allais vomir, le grincement rythmique de notre lit. Notre lit. Celui que nous avions choisi ensemble chez Pottery Barn. Celui où nous avions parlé de notre avenir, de nos enfants, de nos rêves. Ma main tremblait alors que j'atteignais la poignée de porte. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à faire demi-tour, à simplement sortir par la porte, à monter dans ma voiture et à conduire jusqu'à ce que je n'ai plus d'essence, en faisant semblant de n'être jamais rentré à la maison. Mais je ne pouvais pas. Je devais voir. Je devais savoir avec certitude. J'ai poussé la porte et ils étaient là, enlacés dans nos draps de lin blanc. La pièce était faiblement éclairée par la lampe de chevet, projetant de longues ombres sur les murs qui les faisaient ressembler à des monstres grotesques. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. Il leur a fallu une seconde qui s'est étirée en une éternité douloureuse et suffocante. Paige m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés d'une horreur authentique, sa bouche s'ouvrant en un « oh » silencieux. Elle s'est précipitée pour remonter le drap jusqu'à son menton, un geste de pudeur inutile. Gareth s'est retourné, et son visage était un masque de pur choc, sa bouche ouverte. Je suis resté là, encadré par la porte, incapable de bouger, incapable de respirer. Le silence dans la pièce était absolu, lourd, m'étouffant. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui me battait dans les oreilles, un rugissement comme l'océan. Gareth a finalement retrouvé sa voix, et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche n'étaient pas des excuses. C'était une accusation. « Audrey, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas censé rentrer avant demain. » Comme si mon arrivée anticipée était le vrai crime ici. Paige a commencé à bégayer, sa voix tremblante, les larmes lui montant déjà aux yeux. « Oh mon Dieu, Audrey. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas. Nous pouvons expliquer. » Mais je ne la regardais pas. Je regardais l'homme que j'étais censé épouser dans 4 mois. L'homme que j'aimais de tout mon être. Et en le regardant, son choc s'est dissipé, remplacé par autre chose, quelque chose de laid et de tordu, une arrogance défensive. Un sourire a commencé à jouer sur ses lèvres. Il s'est redressé, le drap tiré autour de sa taille, et il m'a regardé droit dans les yeux, un défi dans son regard. Et puis il a prononcé les mots qui résonneraient dans ma tête pendant des semaines, les mots qui ont allumé la mèche de ma rage et ont consumé les derniers vestiges de mon amour pour lui. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-il ricané, sa voix dégoulinante de mépris. Pleurer ? Quelque chose en moi a craqué. Le choc, l'horreur, le chagrin, tout a disparu, remplacé par un calme soudain et terrifiant. C'était le genre de calme qui précède un ouragan. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé la lampe sur sa tête, même si Dieu sait que j'en avais envie. J'ai lentement fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Le flash était étonnamment lumineux dans la pièce faiblement éclairée, les faisant tous les deux sursauter. J'ai pris une photo, puis une autre, et une autre. Ils ont essayé de se couvrir, criant mon nom, mais c'était trop tard. J'avais ma preuve.
clairs comme de l'eau de roche. J'ai baissé le téléphone et je les ai regardés une dernière fois, leur visage maintenant un mélange de panique et de fureur. Merci, ai-je dit, ma voix égale et ferme, ce qui m'a même surprise. Merci de rendre cela si facile. Puis je me suis retourné et je suis sorti de la pièce. Je suis descendu les escaliers, le dos droit, la tête haute. Derrière moi, j'entendais Gareth crier, sa voix brisée de rage. C'est tout? Tu vas juste partir? Audrey, reviens ici, lâche. Je me suis arrêté à la porte d'entrée. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste parlé dans le silence de la maison. Non, ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans le vestibule. Je ne fais que commencer. J'ai enfilé mes chaussures, pris mon sac à main et suis sorti par la porte d'entrée, laissant ma valise, les courses chères et les ruines fumantes de ma vie derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit. Je ne me souviens même pas des 10 premières minutes. Mon esprit était un blanc total et miséricordieux. Puis les tremblements ont commencé, tout mon corps tremblant de manière incontrôlable, mes jointures blanches sur le volant. Mais toujours pas de larmes, juste cette rage creuse et vibrante qui s'est installée profondément dans mes os. J'ai fini par arriver à l'un de ces motels génériques au bord de la route que l'on voit en sortant de l'autoroute, le genre avec une enseigne lumineuse, vacancy, clignotante et des tapis qui ont connu de meilleures décennies. J'ai payé une chambre en espèces, j'ai verrouillé le loquet et la chaîne derrière moi, et je me suis assise au bord du couvre-lit raide et rêche. La chambre sentait la fumée de cigarettes rances et l'eau de javel. J'ai fixé le plafond en pop-corn, regardant les phares des voitures qui passaient danser dessus dans un rythme hypnotique et silencieux. Le téléphone, que j'avais posé sur la table de nuit, est resté silencieux pendant les premières heures. Ils étaient probablement encore sous le choc, se débattant pour trouver leur prochain mouvement, essayant de concocter une histoire où ils n'étaient pas les méchants. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assise dans le noir, les images de la chambre se répétant en boucle implacable dans ma tête. Le sourire narquois de Gareth. Les yeux paniqués de Paige. La trahison était si profonde, si complète, qu'elle ressemblait moins à un chagrin d'amour qu'à une mort. La personne que j'étais quelques heures auparavant, l'Audrey heureuse, confiante, amoureuse avait disparu. Une personne différente était assise dans cette chambre de motel. Une personne plus froide, plus dure, et elle élaborait un plan. Le premier buzz de mon téléphone est arrivé vers 3 heures du matin. Je l'ai ignoré. Puis un autre, et un autre. Au moment où le faible soleil du matin a commencé à filtrer à travers les rideaux bon marché et fins, mon téléphone avait une crise d'épilepsie sur la table de nuit. Je l'ai finalement pris. 47 appels manqués de Gareth. 23 de Paige. Et les SMS. Oh, les SMS étaient un chef-d'œuvre de désespoir pathétique et égoïste. Paige, Audrey, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. C'était une horrible erreur. Je t'aime. Ne gâche pas notre amitié. Gareth, chérie, où es-tu? Ça va? S'il te plaît, ne fais rien de fou. Je peux tout expliquer. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. Paige, s'il te plaît, ne le dis pas à Wesley. Je t'en supplie, Audrey. Tu vas ruiner ma vie. Il ne peut pas savoir. Gareth, c'est ma faute, pas la sienne. Crie-moi dessus, hurle-moi dessus, mais s'il te plaît, rentre à la maison pour que nous puissions en parler comme des adultes. Et mon préféré, un SMS de Gareth vers 7 heures du matin, lorsque sa panique se transformait clairement en colère, tu ferais mieux de ne pas ruiner ma vie pour ça. Je jure devant Dieu, tu le regretteras. Ruiner sa vie? L'audace était à couper le souffle. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis resté là à faire défiler, un étrange sentiment de détachement m'envahissant. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, faire une crise d'hystérie, faire une scène. Ils m'ont sous-estimé. Ils ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Ce n'était pas la première fois que mon instinct me hurlait dessus. Et tandis que je refoulais mes soupçons, une petite partie rationnelle de mon cerveau avait commencé à se préparer discrètement au pire. Il y a environ un mois, j'essayais de trouver un document fiscal sur notre iPad partagé, et je suis tombé sur quelque chose. Gareth était toujours connecté à son compte Messenger. Il était généralement si prudent, mais il avait fait une erreur, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des messages entre lui et Paige. Pas seulement quelques-uns. Des mois et des mois d'échanges.
Ils se rencontraient à la salle de sport pour leur séance d'entraînement personnel, qui n'était rien de tel. Ils parlaient de mon emploi du temps de travail, de mes voyages d'affaires, des moments où je serais absente de la maison pour rendre visite à ma mère. Ils planifiaient leur rendez-vous sordide autour de ma vie. Le meilleur? Ils payaient pêche pour ces séances avec notre carte de crédit commune. Mon argent, payant ma meilleure amie pour coucher avec mon fiancé. L'audace pure et simple de tout cela. J'avais fait des captures d'écran de tout ce jour-là, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir l'iPad stable. Je les ai toutes enregistrées dans un dossier sécurisé et protégé par mot de passe dans le cloud, me disant que j'étais folle, que je les supprimerais probablement dans une semaine et rirais de ma propre paranoïa. Mais je ne l'ai jamais fait. Et maintenant, assise dans cette chambre de motel miteuse, j'étais si incroyablement reconnaissante pour ce moment de prévoyance. J'avais des preuves. Des preuves littérales et concrètes. Alors, pendant qu'ils inondaient mon téléphone de leurs supplications pathétiques et de leurs menaces creuses, j'étais déjà en action. Mon premier appel n'a pas été à un ami ou à ma sœur. C'était à ma banque. J'ai eu une femme merveilleusement serviable nommée Brenda au bout du fil. J'ai calmement expliqué que je devais séparer mes comptes joints immédiatement en raison de, disons, des différences irréconciliables. J'ai transféré ma moitié de nos économies, de l'argent que j'avais gagné grâce à mon salaire et un petit héritage de ma grand-mère, vers un nouveau compte privé. Je lui ai fait bloquer la carte de crédit conjointe et retirer Garrett comme utilisateur autorisé sur mes cartes personnelles. Brenda devait avoir entendu cette histoire 1000 fois. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement une sympathie efficace. « Vous l'avez, ma chérie » a-t-elle dit d'un ton chaleureux et maternel. « Nous nous occupons de tout de notre côté. Prenez juste soin de vous. » Ensuite, j'ai envoyé un seul email de masse. Il est allé à la salle de réception du mariage, au traiteur, au photographe, au fleuriste. L'objet était simple, annulation de mariage, Audrey et Garrett. Le corps était tout aussi bref, en raison de circonstances imprévues, le mariage prévu pour le 12 octobre est annulé. Veuillez considérer cet email comme une notification formelle. Je savais que je perdrais des acomptes, mais c'était un petit prix à payer pour la liberté. J'ai passé le reste de la matinée à démêler méthodiquement nos vies. J'ai changé les mots de passe de chacun de mes comptes, services de streaming, achats en ligne, même la facture d'électricité. C'était un processus fastidieux, étrangement purificateur. À chaque nouveau mot de passe que je créais, je sentais un peu de mon ancienne vie s'évanouir, laissant la place à ce qui allait suivre. Ils essayaient toujours de me joindre, bien sûr. Les appels s'étaient transformés en messages vocaux, chacun plus frénétique que le précédent. J'ai écouté un de Garrett par simple curiosité morbide. Il pleurait. De vrais sanglots. « Audrey, je t'aime » a-t-il étouffé. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai été faible. S'il te plaît, parle-moi juste. C'était une excellente performance. Dommage que j'ai des mois de messages qui prouvaient que son amour était un mensonge commode. J'ai supprimé le message vocal et bloqué leurs 2 numéros. Le silence. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, mon téléphone était silencieux. Le silence était magnifique. C'était le son de moi reprenant le contrôle. La rage était toujours là, une brûlure basse et constante dans ma poitrine. Mais maintenant elle avait un but. C'était du carburant. Il pensait que je m'effondrerais. Il n'avait aucune idée que je posais juste les bases de leur destruction. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas si facilement. Vers midi, on a frappé fort à la porte de ma chambre de motel. Je me suis figé. J'ai ignoré. Puis les coups sont devenus plus forts, plus insistants. « Audrey, je sais que tu es là. J'ai vu ta voiture. Ouvre la porte. » C'était Garrett. Sa voix était étouffée par le bois bon marché, mais l'arrogance était toujours là. Je me suis dirigé vers le Judas. Il était là, les cheveux en bataille, le visage pâle et tendu. Paige planait derrière lui, le visage rouge et gonflé à force de pleurer. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Même à travers le Judas, ils avaient l'air pathétiques. Je ne sentais rien. Aucune pitié. Aucune affection persistante. Juste un vide froid et dur là où mon cœur se trouvait. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis juste resté là, les regardant à travers la lentille déformée. Il a frappé à nouveau, plus fort cette fois, faisant trembler la porte dans son encadrement.
Audrey, bon sang, ne sois pas si enfantine. Nous devons en parler. Enfantine. Il avait le culot de me traiter d'enfantine. L'homme qui baisait ma meilleure amie dans notre lit quelques heures auparavant. J'ai failli éclater de rire. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, le dos collé au mur, attendant qu'ils abandonnent. Après encore 5 minutes de coups et d'appels à mon nom, ils l'ont finalement fait. Je les ai regardés s'éloigner, les épaules affaissées par la défaite. Gareth a donné un coup de pied dans le pneu de sa voiture chère avant d'y monter. Bien. Qu'il ressente une fraction de la frustration que je ressentais. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas rester là. Il savait où j'étais. J'avais besoin d'un endroit sûr, d'un véritable sanctuaire. J'ai fait mon petit sac de nuit et j'ai quitté le motel, sans même me soucier de me faire rembourser la deuxième nuit. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je pouvais faire entièrement confiance, une seule personne qui me soutiendrait quoi qu'il arrive, ma sœur aînée, Brooke. Brooke vivait à environ 1 heure de route dans une ville voisine. Elle était avocate en divorce, sans fioriture, ironiquement. Elle était dure, pragmatique, et avait un détecteur de conneries hors pair. Elle n'avait jamais été une grande fan de Gareth, disant toujours qu'il était trop lisse pour son propre bien. Il s'avère que l'intuition d'un avocat est généralement juste. Je l'ai appelé de la voiture alors que j'entrais sur l'autoroute. « Salut », ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « Est-ce que je peux venir rester chez toi un peu ? Quelques jours, peut-être ? » « Bien sûr », a-t-elle dit immédiatement, sans poser de questions. C'était Brooke. Solide, fiable. Puis, après une pause, elle a ajouté, sa voix s'adoucissant, « Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air bizarre. » Et c'est là que le barrage a cédé. Les larmes que je n'avais pas versées, les cris que je n'avais pas poussés, tout est sorti dans un sanglot déchirant et hideux. J'ai dû m'arrêter sur le côté de la route, sur l'accotement de gravier, car je ne voyais plus rien à travers le flot de larmes. Je lui ai tout raconté, toute l'histoire sordide et horrible. La salle de sport, les soirées tardives, les messages, les avoirs surpris, le ricanement de Gareth, tout. Elle a écouté patiemment, le seul son de son côté étant sa respiration calme et régulière. Elle n'a pas interrompu. Elle m'a juste laissé tout déverser. Quand j'ai enfin terminé, octant et cherchant mon souffle, il y a eu un long silence sur la ligne. Puis elle a dit, sa voix dangereusement calme et teintée d'acier, « Ce salaud. D'accord, tu conduis jusqu'ici. Conduis prudemment. Quand tu seras là, nous boirons un verre de vin, et ensuite nous allons réduire leur monde en cendres. » Arrivé chez Brooke, c'était comme atteindre un sanctuaire. Elle a ouvert la porte avant même que je ne sois sorti de la voiture, me serrant dans une étreinte féroce qui semblait pouvoir maintenir mes morceaux brisés ensemble. Je devais avoir l'air d'une épave. Je me sentais comme tel. Elle m'a conduite à l'intérieur, m'a fait asseoir sur son confortable canapé et m'a tendu un verre d'eau, que j'ai bu avec reconnaissance. Sa maison était calme et ordonnée, un contraste frappant avec le chaos dans ma tête et ma vie. Nous avons veillé tard cette nuit-là, une bouteille de vin rouge coûteux entre nous. Pour la première fois, j'ai montré à quelqu'un les captures d'écran que j'avais enregistrées. Alors que Brooke les faisait défiler sur mon téléphone, son expression s'est durcie. En tant qu'avocate spécialisée dans le divorce, elle avait vu sa part d'infidélité. Mais c'était sa petite sœur. C'était personnel. La pure arrogance, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Ils ont documenté leur propre chute, Audrey. D'un point de vue juridique, c'est de l'or. Le lendemain, comme je l'avais prédit, Gareth et Paige ont tenté une nouvelle tactique. Ils ont commencé à essayer de m'atteindre par d'autres personnes. Mon téléphone, que j'avais débloqué juste pour voir ce qui se passerait, a commencé à s'illuminer de messages de nos amis communs. « Salut, Gareth est vraiment inquiet pour toi. Il dit qu'il y a eu un énorme malentendu. Paige est un désastre complet. Elle dit qu'elle a fait une terrible erreur et veut juste une chance de s'excuser. » Ils essayaient de contrôler le récit, me dépeignant comme la femme instable et émotionnelle qui était partie après un simple malentendu. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de déployer ma première vraie arme. Paige avait un mari, Wesley, un homme calme et gentil qui travaillait comme architecte. Il adorait Paige. Il pensait qu'elle était parfaite. Il venait de l'aider à financer l'agrandissement de sa salle de sport à domicile. Et il méritait de savoir qui il avait épousé. L'idée de le lui dire me rendait malade. J'ai lutté pendant des heures, faisant les 100 pas dans la chambre d'amis de Brooke.
Brooke était ferme. Il a le droit de savoir, Audrey, a-t-elle dit en me faisant asseoir. Il vit un mensonge. La chose la plus gentille et la plus respectueuse que tu puisses faire pour lui est de lui dire la vérité. Laisse-le prendre ses propres décisions basées sur des faits, pas sur de la fiction. Elle avait raison. Alors, avec une profonde inspiration et le cœur lourd, j'ai trouvé son numéro dans mes contacts et je lui ai envoyé un simple message. Wesley, c'est Audrey. Je sais que c'est inattendu, mais il y a quelque chose d'urgent dont nous devons parler en personne. C'est à propos de Paige et Garrett. Il a répondu presque immédiatement. Tout va bien? Pas vraiment, ai-je tapé en retour, mes doigts tremblant légèrement. Pouvez-vous me rejoindre pour un café demain matin? Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café neutre, à mi-chemin entre la maison de Brooke et son bureau. J'ai passé le reste de la nuit anxieuse, répétant ce que j'allais dire. Il n'y a pas de moyen facile de dire à quelqu'un que toute sa vie est un mensonge. J'ai fait des copies physiques des captures d'écran les plus accablantes et je les ai mises dans une simple enveloppe Kraft. Je me sentais comme une espionne dans un film bon marché, mais comme Brooke l'a dit, il était préférable d'avoir une preuve physique qu'il pourrait regarder à son propre rythme. Le lendemain matin, je l'ai vu assis à une petite table au fond du café. Il avait l'air inquiet, le front plissé. Je me suis approché, le cœur battant contre mes côtes. « Wesley » ai-je dit doucement. Il s'est levé, gentleman comme toujours. « Audrey, qu'est-ce qui se passe? Paige va bien ?» Sa première pensée était pour elle. Ça m'a un peu brisé le cœur. « Paige va bien » ai-je dit, ma voix monocorde. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Nous nous sommes assis dans un silence gênant un instant après avoir commandé nos cafés. Il me regardait avec attente, ses yeux bienveillants remplis d'inquiétude. J'ai décidé de ne pas y aller par 4 chemins. Il n'y avait pas de façon douce de faire cela. « Wesley » ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts. « Je suis tellement désolé d'être celle qui doit vous dire cela. Il n'y a pas de moyen facile de le dire. Au cours des derniers mois, Paige et Garrett ont eu une liaison. Son visage est devenu complètement vide. C'était comme s'il n'avait même pas compris les mots. Il a eu un petit rire nerveux. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Ce ne sont que des amis. J'aimerais que ce soit le cas, ai-je dit, ma voix lourde d'une émotion que je ne pouvais nommer. J'ai poussé l'enveloppe Kraft sur la table. Je les ai surpris il y a 2 nuits dans mon lit. C'est ce que j'ai trouvé sur notre iPad partagé. Je suis désolé. Il fixa l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Pendant un long moment, il ne la toucha pas. Puis, d'une main tremblante, il l'ouvrit et en sortit les pages imprimées. Je regardais son visage pendant qu'il lisait. Je vis la confusion se transformer lentement en horreur naissante, puis en une douleur profonde et déchirante. Il n'arrêtait pas de secouer la tête, murmurant « Non, non, non » à voix basse. Il fit défiler les horodatages, les messages planifiant leur rendez-vous alors qu'il pensait qu'elle était au yoga ou avec des amis. Il vit les messages où il se moquait de lui. Il vit les photos que j'avais prises dans la chambre. Il leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur si vive qu'il était difficile de la soutenir. Toutes ces nuits où elle disait qu'elle travaillait tard, murmura-t-il, sa voix se brisant. Il n'eut pas besoin de terminer la phrase. Nous sommes restés là en silence quelques minutes de plus. Je l'ai laissé digérer, lui donnant l'espace dont il avait besoin. Finalement, il m'a regardé, ses yeux maintenant durs comme la pierre. La douleur était toujours là, mais elle se transformait en quelque chose d'autre, la rage. Froide. Dure rage. Merci de me l'avoir dit, Audrey, a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. Je dois y aller. Il s'est levé, laissant son café intact sur la table, serrant l'enveloppe dans sa main comme si c'était une arme. Et à ce moment-là, j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas la seule à être en mission de vengeance. Je n'ai pas eu de nouvelles de Wesley le reste de la journée, mais je savais que c'était un homme avec un plan. Pendant ce temps, la campagne pour me dépeindre comme la méchante continuait. J'ai reçu un appel de ma mère, qui était paniquée. « Audrey, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Garrett m'a appelé. Il pleurait à chaudes larmes. Il a dit que vous aviez eu une grosse dispute et que tu étais parti. Il est mort d'inquiétude pour toi. J'ai dû m'asseoir. Le culot absolu de cet homme d'appeler ma mère et de jouer la victime. Maman,
ai-je dit, ma voix tendue par la fureur. Il vous ment. Je suis en sécurité. Je suis avec Brooke. Je vous expliquerai tout plus tard, mais s'il vous plaît, ne croyez pas un seul mot que cet homme vous dit. Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Mais le vrai spectacle, celui qui a vraiment renversé la situation, a commencé le lendemain matin. Paige était une sorte d'influenceuse fitness. Pas célèbre, mais elle avait une bonne audience locale sur Instagram. Elle faisait des séances d'entraînement en direct tous les matins à 10h depuis la salle de sport à domicile coûteuse et ultramoderne que Wesley avait si fièrement construite pour elle l'année dernière. Brooke et moi étions assises à sa table de cuisine en buvant du café quand mon téléphone a vibré avec une notification. Une amie m'avait envoyé un lien, tu dois voir ça maintenant. C'était un lien vers le direct Instagram de Paige. Elle était en direct, d'accord, mais ce n'était pas une séance d'entraînement. La vidéo était tremblante, clairement filmée par Wesley avec son téléphone. Paige était par terre, sanglotant hystériquement, entourée de valises coûteuses et de boîtes remplies de ses vêtements de créateur. Wesley se tenait au-dessus d'elle, sa voix froide et claire, dépourvue de toute émotion. « Dis-leur, dit-il. Dis la vérité à tes followers adorateurs. » Et il l'a forcé. Devant plus de 200 spectateurs en direct, une Paige en larmes et brisée a dû avouer avoir eu une liaison avec le fiancé de sa meilleure amie pendant des mois. Wesley a brandi les captures d'écran imprimées devant la caméra, une par une, un narrateur dans son propre film d'horreur personnel. « C'est qui elle est vraiment ?» a-t-il dit, sa voix ne se brisant qu'une seule fois. « C'est la personne inspirante que vous suivez tous. » Puis, pour le grand final, il a ramassé l'une de ses précieuses kettlebells de couleur vive, s'est dirigé vers un grand miroir mural allant du sol au plafond, et l'a jeté en plein centre. Le bruit du verre brisé était assourdissant. L'écran est devenu noir. La vidéo a été enregistrée par des dizaines de personnes. En moins d'une heure, elle circulait dans le groupe Facebook de notre ville, partagée avec des légendes comme « l'affaire de l'influenceuse fitness locale exposée ». C'était brutal. C'était humiliant, et une partie de moi, celle qui avait été si profondément blessée, a ressenti un frisson sombre et satisfaisant en regardant son monde parfait et organisé s'écrouler comme le mien. La carrière de Paige a été anéantie en 10 minutes. Son Instagram a été inondé d'émojis de serpents et de milliers de commentaires haineux avant qu'elle ne supprime finalement son compte. Elle avait tout perdu, son mari, sa belle maison, sa réputation, sa source de revenus, tout ça pour Garrett. Je me suis demandé si elle pensait que ça en valait la peine. Bien sûr, cela a plongé Garrett dans une panique totale. Maintenant, l'histoire était sortie, et il ne pouvait plus la contrôler. Il a essayé de limiter les dégâts. Ce soir-là, il a publié une longue déclaration décousue sur sa propre page Facebook. C'était un chef-d'œuvre de non-excuse. Il a parlé de la façon dont les gens font des erreurs lorsqu'ils sont perdus et de la façon dont ils traversaient une période confuse et difficile. Il a essayé de se dépeindre comme une âme tourmentée qui avait succombé aux tentations d'une autre femme. Et il a même eu l'audace de laisser entendre que notre relation était tendue depuis un certain temps et que j'étais, émotionnellement distante. Il essayait de jeter les bases d'un récit où c'était, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. J'ai lu le message assise sur le canapé de Brooke, et j'ai juste ri. C'était si pathétique, presque comique. Période confuse, ai-je dit à Brooke, lisant une ligne à voix haute. La seule chose confuse est comment il pensait s'en tirer. Brooke a souri, un sourire lent et dangereux que je savais signifier qu'elle complotait. « Oh, chérie », a-t-elle dit. Il pense que ce triste petit message est un contrôle des dégâts. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il est temps de leur montrer ce qu'une vraie femme émotionnellement distante peut faire. Elle avait raison. Son petit numéro de victime sur les réseaux sociaux était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il voulait jouer à des jeux. Très bien. J'étais prête à y mettre fin. J'avais toujours mon atout, celui que je gardais pour le moment parfait. Vous vous souvenez de notre fête de fiançailles ? C'était un bel événement dans un domaine viticole local, rempli de nos amis et de notre famille. Tout le monde a fait des discours, et Garrett, mon beau et charmant Garrett, avait fait le plus beau et le plus sincère de tous. Il s'était levé, coupe de champagne à la main, les yeux embués, et avait parlé de la façon dont je l'avais sauvé, de la façon dont j'étais la femme la plus loyale et la plus digne de confiance qu'il ait jamais connue. Il m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, « Audrey, tu es mon roc, ma conscience, mon tout. Je passerai le reste de ma vie à prouver que je suis digne de ton amour. » Tout le monde avait pleuré.
Ma propre sœur avait enregistré le tout sur son téléphone. J'ai passé les 2 heures suivantes dans le bureau à domicile de Brooke. J'ai téléchargé la vidéo de son discours. Puis j'ai méticuleusement examiné les mois de capture d'écran de l'iPad. J'ai trouvé les messages qu'il avait envoyés à Paige le jour même de nos fiançailles, des messages planifiant de la rencontrer le lendemain pendant que j'étais à ma fête prénuptiale, des messages où il se moquait du cadeau coûteux que mes parents nous avaient offert. J'ai ouvert un simple programme de montage vidéo sur l'ordinateur de Brooke. J'ai pris des extraits de son discours sincère et émouvant et je les ai intercalés avec des captures d'écran accablantes de ses messages de tromperie ignoble. Le contraste était d'une efficacité écœurante. Extrait de Gareth souriant en larmes, Audrey, tu es la femme la plus loyale et la plus digne de confiance que j'ai jamais connue. Coupé à une capture d'écran de son message à Paige, hâte de te voir demain. Audrey sera partie toute la journée. Porte ce petit haut d'entraînement noir que j'aime. Extrait de Gareth levant son verre, je passerai le reste de ma vie à prouver que je suis digne de ton amour. Coupé à une capture d'écran de son message à Paige, envoyé 1 heure avant la fête, dîner avec ses parents ce soir. Tu es moi maintenant. Lol. Au moins ils ont payé pour le bon vin. J'ai mis le tout sur une piste de piano triste et mélancolique. C'était un chef-d'œuvre de destruction émotionnelle de 3 minutes. Une fois terminé, je l'ai mis en ligne sur YouTube, réglé sur non répertorié, puis j'ai simplement posté le lien dans la section commentaires de son message Facebook apitoyant. Je n'ai pas ajouté un seul mot. J'ai juste lâché la bombe et je me suis éloigné de l'ordinateur. Il a fallu moins de 5 minutes pour que le premier commentaire apparaisse sous mon lien, oh mon Dieu. Puis un autre, et un autre. Son message, qui avait reçu quelques commentaires de sympathie de la part de ses amis inconscients, est soudainement devenu une zone de guerre. Les gens étaient horrifiés. Des amis qui avaient été à notre fête de fiançailles, qui avaient été témoins de ce discours en personne, voyaient maintenant la vérité pourrie derrière tout cela. La vidéo a été partagée et partagée à nouveau. Elle est devenue virale. Le lendemain matin, il avait supprimé tout son profil Facebook, mais il était trop tard. La vidéo était partout. Il m'a appelé cet après-midi-là d'un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais ma curiosité a eu le dessus. Allô, ai-je dit. C'était lui, et il pleurait. Pas les faux sanglots manipulateurs du message vocal. C'était le son d'un homme totalement, complètement brisé. S'il te plaît, a-t-il supplié, la voix épaisse et étranglée par les larmes. S'il te plaît, Audrey, enlève ça. Mon patron l'a vu. Ma famille, mes parents ne me parlent même plus. Tu m'as détruit. J'ai tenu le téléphone à mon oreille, écoutant ses lamentations pathétiques. J'ai pensé à la douleur qu'il m'avait causée. J'ai pensé à l'humiliation. J'ai pensé à son sourire suffisant et arrogant dans notre chambre. J'ai senti une vague de pure et froide satisfaction m'envahir. Je l'ai laissé pleurer encore quelques secondes, savourant le son. Puis j'ai pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé, ma voix calme et tranquille. « Pleurer ?» Puis j'ai raccroché. Au moment où j'ai déconnecté l'appel, un silence profond a rempli la pièce. C'était le genre de calme qui suit une explosion massive. C'était fini. La guerre était gagnée. Gareth et Paige avaient construit leur propre bûcher funéraire, et j'avais simplement fourni l'allumette. Si vous avez écouté jusqu'ici, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et appuyez sur le bouton j'aime puis commentez le chiffre ainsi dessous. De cette façon, je saurai que vous m'avez donné un j'aime et je saurai que vous êtes ici avec moi à travers ce voyage. Votre soutien est un encouragement plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Veuillez commenter avec un 1, et laissez-moi vous raconter le reste de mon histoire. Les retombées ont été calmes. Pour moi, du moins. Pour eux, ce fut un ouragan de conséquences. La vidéo n'est pas seulement devenue virale parmi nos amis. Elle a d'une manière ou d'une autre atteint le siège social de la société financière de Gareth. Il travaillait dans un domaine où la réputation et la confiance sont primordiales. Son patron, un homme conservateur et attaché aux valeurs familiales, l'a convoqué pour une réunion le lendemain de la publication de la vidéo. J'ai appris par la rumeur notre ville était petite, après tout que Gareth avait été mis en congé illimité en attendant un examen. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Sa carrière, dont il était si fier, était en chute libre. Son salaire impressionnant allait devenir une chose du passé. Paige, après son humiliation publique, s'était complètement retirée.
Elle s'était enfuie chez ses parents dans un autre état pour échapper aux retombées. Wesley avait immédiatement demandé le divorce, et avec la montagne de preuves que je lui avais fournies, Brooke m'a dit que son avocat allait s'en donner à cœur joie. Il n'y aurait pas de séparation amiable. Wesley voulait se venger, exigeant la maison et une part significative de leurs biens. Et honnêtement, je ne pouvais pas lui en vouloir. Ma propre vie, en revanche, est devenue un tourbillon de tâches pratiques et tournée vers l'avenir. Avec les conseils juridiques experts de Brooke, j'ai entamé le processus officiel de séparation de Garrett. Nous possédions notre maison ensemble, et démêler cet actif allait être compliqué. J'ai embauché des déménageurs et j'ai commencé le processus ardu d'emballer 3 ans de ma vie dans des cartons. Ce fut une expérience étrange, douce amère et finalement purifiante. Un instant, je ramassais une photographie de nous souriant en vacances au Mexique, le souvenir me faisant mal à la poitrine, pour la jeter dans le sac poubelle une seconde plus tard. L'instant d'après, je pliais un pull que je lui avais acheté pour Noël, pour le mettre dans une boîte étiquetée « Don ». Chaque objet était un souvenir, et je les purgeais méthodiquement de ma vie. Nos amis communs, comme on pouvait s'y attendre, ont choisi leur camp. La grande majorité d'entre eux, après avoir vu la preuve indéniable dans la vidéo, se sont rangés de mon côté. Mon téléphone était inondé de SMS et d'appels, tous exprimant choc, horreur et un soutien inébranlable. Quelques-uns ont essayé de jouer les avocats du diable, un rôle pour lequel je n'avais plus de patience. Une amie, Sarah, m'a appelé, sa voix hésitante. « Es-tu sûr de vouloir tout jeter, Audrey ?» a-t-elle demandé. « Les gens font des erreurs. Peut-être que vous pourriez aller en thérapie. » Ce n'était pas une erreur, Sarah, lui ai-je dit, ma voix ferme et claire. C'était une tromperie calculée qui a duré des mois. Et je ne suis pas intéressé à être marié à un homme qui a conspiré avec ma meilleure amie pour me trahir. C'est fini. La conversation s'est terminée rapidement après cela. J'apprenais à établir des limites, à protéger ma propre paix. La partie la plus difficile fut de le dire à mes parents. Ils avaient adoré Garrett. Mon père l'avait traité comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Je suis allé chez eux et je les ai fait asseoir dans leur salon confortable, la même pièce où Garrett m'avait si formellement demandé ma main en mariage 6 mois auparavant. Je leur ai dit la vérité. Je ne leur ai pas montré la vidéo. C'était trop cruel. Mais je leur ai tout dit. Ma mère a pleuré, sa main s'envolant à sa bouche sous le choc. Mon père, un homme calme et stoïque, est resté assis, le visage sombre, la mâchoire serrée. Quand j'ai eu fini, il s'est juste levé, m'a serré dans ses bras et a dit « Je suis tellement désolé, ma chérie. Nous sommes là pour toi. Tout ce dont tu as besoin. » À ce moment-là, j'étais si reconnaissante pour leur amour inébranlable. C'était l'encre dont j'avais besoin dans la tempête. Quelques semaines après l'explosion, une fois installé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, la poussière a commencé à retomber. Les appels et les SMS constants avaient cessé. Le drame s'était estompé en un vilain souvenir. Le calme était un soulagement, mais il était aussi bruyant. Le silence de mon nouvel appartement semblait vaste et vide. J'avais passé tant d'années à construire une vie autour d'une autre personne, j'avais presque oublié comment être seul. La première semaine, j'ai essayé de préparer le dîner et j'ai brûlé les pattes parce que je regardais juste le mur, perdu dans mes pensées. J'allumais la télévision et je ne percevais rien de ce qui se passait à l'écran. Il y avait des nuits où je restais juste allongé à fixer le plafond, non pas triste, non pas en colère, juste engourdi. Guérir, j'apprenais, n'était pas une ligne droite. C'était désordonné et imprévisible. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail. La promotion pour laquelle j'étais en lice avant tout cela est arrivée, et je me suis enterré dans les nouvelles responsabilités. C'était une bonne distraction. Mais la nuit, la solitude rampait. Je préparais le dîner pour une personne, regardais la télévision seul sur mon nouveau canapé et allais me coucher dans un lit qui me semblait bien trop grand pour une seule personne. Environ un mois après mon déménagement, j'étais dans un café près de mon nouveau logement, essayant de travailler sur une présentation, quand je l'ai vu. Garrett. Je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu une quantité significative de poids. Son visage était émacié et il avait de cernes sombres sous les yeux. Il avait l'air hanté. Il était dans la file d'attente, et il ne m'avait pas vu. Mon premier instinct fut de prendre mes affaires et de m'enfuir par la porte de derrière. Mais ensuite je me suis arrêté. Pourquoi devrais-je fuir? Je n'avais rien fait de mal. Alors je suis resté,
feignant d'être absorbé par mon ordinateur portable. Mais bien sûr, il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant une seconde, il a semblé vouloir faire demi-tour et partir. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris son café, puis à ma grande consternation, il a commencé à marcher vers ma table. Mon cœur a commencé à battre la chamade, une réaction familière de fuite ou de combat s'activant. J'ai gardé les yeux rivés sur mon écran, refusant de le reconnaître. « Audrey » dit-il, sa voix rauque et faible. J'ai levé les yeux lentement, mon visage un masque d'indifférence soigneusement construit. « Gareth. »« Puis-je m'asseoir un instant » demanda-t-il, désignant la chaise vide. « Je préférerais que non » dis-je, ma voix aussi froide que la glace. Il m'ignora, tira la chaise en face de moi et s'y laissa tomber. Il me fixa longuement comme s'il voyait un fantôme. « Tu as bonne mine » dit-il finalement. « Je suis occupé » répondis-je, reportant ostensiblement mon attention sur mon ordinateur portable. « Je voulais te dire que je suis désolé » bégaya-t-il, les yeux se remplissant de larmes. « Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. »« Je le sais. »« Et ce que tu as fait ? » ?»« Eh bien, je suppose que je l'ai mérité. » J'ai arrêté de taper mais je n'ai pas levé les yeux. « C'est tout ? » ?»« Non, » dit-il, se penchant légèrement en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure désespéré. « J'ai tout perdu, Audrey. Mon travail, mes amis, ma réputation. Je suis brisé. Paige et moi, nous ne sommes plus ensemble. Nous ne pouvions même plus nous regarder après que tout a éclaté. C'était pour rien. » Il me regarda, ses yeux suppliants, cherchant un signe de pitié, une lueur de l'ancienne Audrey qui l'aurait réconforté, qui l'aurait plaint. Il ne trouva rien. J'ai finalement fermé mon ordinateur portable d'un léger clic et j'ai croisé son regard. « Cela ressemble à un problème pour toi, Gareth » ai-je dit, ma voix dépourvue de toute émotion. « Tu as fait ton lit. Le fait que tu ne veuilles plus t'allonger ne me concerne pas. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Je me suis levé, j'ai rangé mes affaires dans mon sac et je l'ai regardé une dernière fois. Il ressemblait à un étranger, un fantôme d'une vie qui n'était plus la mienne. « Au revoir, Gareth » ai-je dit. Puis je me suis retourné et je suis sorti du café, le laissant assis là seul au milieu des ruines de la vie qu'il avait si négligemment détruite. En sortant au soleil éclatant de l'après-midi, je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. Je me suis senti libre. Vraiment, complètement libre. La vie a commencé à retrouver un nouveau rythme, plus calme. Les arêtes vives de la trahison ont commencé à s'adoucir, non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je me concentrais sur moi-même. Il ne s'agissait pas d'oublier. Il s'agissait d'accepter ce qui s'était passé et d'aller de l'avant. J'ai commencé à faire des choses pour moi, des choses que j'avais mises de côté quand j'étais avec Gareth. J'ai rejoint un club de randonnée et j'ai passé mes week-ends à explorer les magnifiques sentiers en dehors de la ville, respirant l'air frais et sentant le sol solide sous mes pieds. J'ai renoué avec d'anciens amis qui s'étaient éloignés pendant ma relation. J'ai commencé à redécouvrir qui était Audrey quand elle ne faisait pas partie d'un « nous ». Ma sœur Brooke a été mon pilier tout au long de cette épreuve. Nous dînions ensemble toutes les semaines, et elle ne m'a jamais laissé me complaire dans l'apitoiement. Elle a célébré mes victoires, grandes et petites, d'une présentation réussie au travail à la simple réussite de passer un week-end sans ressentir ce pincement de solitude. Elle me rappelait ma propre force quand je l'oubliais. C'est lors d'une de ces randonnées, environ 6 mois après la rupture, que j'ai rencontré Sawyer. C'était un photographe paysagiste, un homme gentil et calme avec des yeux chaleureux et un doux sourire qui se plissait au coin. Nous avons marché ensemble sur le sentier et avons commencé à parler. La conversation était facile, naturelle. Il était drôle et intelligent, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti une petite étincelle d'intérêt, une infime lueur d'espoir. Nous sommes allés prendre un café la semaine suivante. J'étais nerveuse. Ma garde était si haute qu'elle était pratiquement en orbite. J'ai décidé d'être juste honnête. Je lui ai dit, dans une version condensée et moins dramatique, que je venais de sortir d'une très mauvaise relation. Je me suis dit qu'il valait mieux le faire fuir tôt s'il devait fuir. Il a écouté patiemment, son expression indéchiffrable. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a simplement dit, « Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé. Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Et c'est tout. Aucun jugement, aucune question indiscrète, juste une simple compassion humaine.
Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Nous avons pris notre temps, très lentement. Il était patient, comprenant que j'avais un lourd bagage émotionnel et de sérieux problèmes de confiance. Il ne me poussait jamais. Il a gagné ma confiance petit à petit par ses actions cohérentes et honnêtes. Il laissait toujours son téléphone face vers le haut sur la table. Il était ouvert et honnête sur où il était et avec qui il était. C'était de petites choses, mais pour moi, c'était tout. Il était tout ce que Gareth prétendait être. Un soir, quelques mois plus tard, nous préparions le dîner dans mon appartement. De la musique jouait doucement sur une enceinte, et nous rions de quelque chose de stupide que j'avais fait au travail. Il a arrêté de couper les légumes, s'est tourné vers moi et a dit, « Tu sais, je suis vraiment content que cet idiot t'ait brisé le cœur. » J'ai levé un sourcil, surprise. « Tu es ?» ?»« Oui, » a-t-il dit, son expression sérieuse maintenant, ses yeux chaleureux fixant les miens. « Parce que s'il ne l'avait pas fait, je ne t'aurais jamais rencontré. » Et à ce moment-là, j'ai su que j'étais guéri. Les cicatrices étaient toujours là, un rappel faible et argenté de la bataille que j'avais menée et gagnée. Mais elles ne faisaient plus mal. Elles faisaient juste partie de mon histoire, un chapitre qui était maintenant clos. J'entends encore des choses de temps en temps par le bouche à oreille de la petite ville. Gareth a fini par déménager dans un autre état pour essayer de recommencer, prenant un emploi beaucoup moins bien rémunéré dans un autre domaine. J'ai entendu dire qu'il fréquentait quelqu'un, mais ce n'est rien de sérieux. Paige vit toujours chez ses parents, son divorce est finalisé. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Leur grande et passionnée liaison a implosé, ne laissant que des ruines et des regrets dans son sillage. Je ne ressens plus de joie à leur malheur. Je ressens juste de l'indifférence. Leur vie leur appartiennent, et ils doivent vivre avec les conséquences de leur choix. Ma vie est la mienne, et pour la première fois depuis longtemps, elle est remplie de paix, de rire et d'un bonheur tranquille et stable. Sawyer et moi construisons quelque chose de réel, quelque chose basé sur l'honnêteté et le respect. Ils pensaient que j'étais faible parce que je suis parti cette nuit-là. Ils ont confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils n'avaient aucune idée que parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui a le plan le plus détaillé. Ils voulaient savoir ce que j'allais faire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste reconstruit ma vie en quelque chose de meilleur, de plus fort et de plus beau que tout ce que j'aurais pu avoir avec eux. Et cela, j'ai appris, est la meilleure des vengeances. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie énormément pour moi de pouvoir la partager avec vous tous. Si vous avez déjà traversé quelque chose de similaire ou si cette histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux, et vos histoires me donnent de la force. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cela, n'hésitez pas à le partager. Parfois, le simple fait de savoir que vous n'êtes pas seul est toute la force dont vous avez besoin pour recommencer.